Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de rentrée, à ce nouveau numéro de Polycritique, le webinaire de la FSP destiné, comme vous le savez, à décrypter, grâce aux outils des sciences sociales, les enjeux de l'actualité française et internationale. En l'occurrence, il faut entendre la notion d'actualité d'une manière un peu extensive, car aujourd'hui, nous revenons sur des événements qui datent de l'été, un moment qui était peu propice à la tenue d'un webinaire. Nous avons donc programmé ce thème pour la rentrée, mais nous tenions à le soumettre à l'analyse des chercheurs, bien sûr, même en différé. Alors, les événements en question, on les a qualifiés dans le titre de notre webinaire de révolte. On aurait pu aussi parler d'émeutes urbaines, et certains l'ont fait. Nous reviendrons sur ces débats qui ne sont pas que sémantiques. La terminologie, en l'occurrence, renvoie à des réalités tout à fait fortes et sociologiques. Bon, ce qui est sûr, c'est que cet épisode estival pose et repose la question des banlieues et de la politique de la ville, du rapport des cités à la République et du rapport de la République et en particulier de sa police à la jeunesse des quartiers, surtout lorsqu'elle est issue de l'immigration. Et pour examiner ces questions, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui 3 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et je tiens à dire que nous avons essayé, comme par le passé, d'atteindre la parité, mais les chercheuses et enseignantes que nous avons contactées n'étaient pas disponibles. Nous renouerons avec la parité dès le mois prochain et nous chercherons même à féminiser encore davantage Polycritique. Je vous présente donc en quelques mots nos intervenants du jour dans l'ordre alphabétique et j'espère que, outre Renaud qui est déjà à l'écran, ils apparaîtront tous. Nous pourrons au moins les entendre tous pendant cette séance. D'abord, par ordre alphabétique, Renaud, justement. Renaud Epstein, professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et rattaché au CESDIP, qui a publié notamment en relation avec ce sujet ces quartiers dont on préfère ne plus parler, les métamorphoses de la politique de la ville de 1977 à 2018. C'est un article coécrit avec Thomas Kirsbaum et paru dans Parlement, revue d'histoire politique. Il a aussi publié d'ailleurs dans Mouvement un peu auparavant, le titre précédent datait de 2019, celui-ci de 2015, La démolition contre la révolution, réactualisation d'un vieux couple. Fabien, dont le nom vient d'apparaître sur l'écran et nous espérons que l'image va suivre et surtout qu'il nous entend et qu'il peut parler. Fabien Jobard, donc directeur de recherche au CNRS, au Centre de sociologie, au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP, qui vient de publier avec Florent Calvez Global Police, la question policière dans le monde et l'histoire. C'est sorti le 20 septembre dernier, c'est donc tout récent, et c'est une BD au titre on ne peut plus explicite, un tour de force vu l'ampleur du sujet. Julien Talpin, directeur de recherche au CNRS, rattaché au CERAPS de l'Université de Lille, et qui est, lui, l'auteur de 2 livres parus en 2021, L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires, c'est sorti au PUF, et puis Démobiliser les quartiers, enquête sur les pratiques de gouvernement en milieu populaire, aux presses universitaires du Septentrion, à nouveau en 2021. Toutes ces références, vous les trouverez dans le chat. Nous allons les y inscrire au cours de ce webinaire. Pour donc aborder ce thème grave, euh, dont vous êtes tous, à un titre ou à un autre, spécialistes, je le disais, on revient sur des événements de juin-juillet dernier, des violences, celles qui ont suivi la mort, elle aussi violente, de Naël,
Et comme je le disais aussi, qualifier ces violences n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et nous-mêmes, au moment de choisir le titre de ce webinaire, nous avons hésité entre révolte, émeute. Finalement, nous avons titré Retour sur la révolte de juillet, crise de la ville, rapport aux institutions et violences policières. Mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est celle de la qualification. Comment qualifier ce qui s'est passé en juin, juillet en France? Et pour nous éclairer, je me tourne d'abord vers Julien, qui a donc la parole. Bonjour à tous et toutes et désolé pour ces difficultés techniques. Alors effectivement, cette question de la qualification des événements est toujours en débat, même si moi j'ai le sentiment que ça a été moins le cas qu'en 2005 en fait, où il y avait eu beaucoup de débats de cet ordre-là, y compris parmi les chercheurs, les sociologues, sur faut-il qualifier ce qui s'était passé donc alors il y a émeute et révolte, mais de phénomènes protopolitiques parapolitique, infrapolitique, de révolte primitive des banlieues, comme les qualifiait par exemple Didier Lapéronie. Moi, personnellement, et on pourra y revenir, en fait, je fais pas de la question, et notamment du débat émeute-révolte, en fait, un fétiche. Néanmoins, ce qui me semble important, et j'ai quand même le sentiment, on pourra en discuter ce soir, qu'il y a une forme de consensus parmi les politistes, les sociologues sur cette question-là pour euh, attribuer une dimension politique au phénomène de révolte, de révolte urbaine, à y voir une forme d'expression politique. Bon, il faut caractériser cela, mais il me semble que ça fait quand même assez largement consensus. Ça a été évoqué en introduction tout à l'heure. On a publié avec la revue Mouvement, dont on est co-rédacteur en chef avec Renaud Epstein, y compris Marion Carrel, à la fois un édito, puis on a republié un certain nombre d'articles publiés ces dernières années sur ces questions, et c'est tout à fait clair à cet égard. Je voudrais avancer en fait pour caractériser en fait peut-être la dimension politique de ces révoltes ou de ces émeutes, de celles en tout cas de juin-juillet dernier, aborder quelques éléments qui sont notamment issus, moi, de ce que j'ai pu observer sur mon terrain, donc notamment la ville de Roubaix en banlieue de Lille, où j'enquête depuis 10 ans et où les révoltes de juin-juillet dernier ont été particulièrement intenses, pour le dire comme ça, et donner en tout cas quelques indicateurs qui permettent d'avancer sur la qualification du phénomène, me semble-t-il. Il y a des éléments qui sont relatifs au fond, on peut dire aux prises de parole des habitants de ces quartiers eux-mêmes. Moi, je pense à des tags ou des inscriptions sur les murs de ces cités eux-mêmes, où moi j'ai pu observer par exemple à Roubaix des références à Naël, à Nanterre, des appels à la solidarité, ce genre de choses. Il y a eu des prises de parole également, c'était assez clair sur les réseaux sociaux, voilà, d'identification à Naël en particulier, avec cette idée que ça aurait pu être moi, et c'est des choses d'ailleurs qu'on avait pu documenter avec l'équipe de chercheuses et chercheurs pour lesquels on a travaillé sur l'épreuve de la discrimination, ouvrage qui a été mentionné tout à l'heure, cette idée selon laquelle quand il y a des cas de violences policières et plus encore de morts, l'identification, précisément parce que ce type d'expérience est relativement fréquente dans les quartiers populaires, est explicité très directement. Troisième élément que je voudrais mentionner, c'est la question des cibles, en fait. C'est-à-dire, et je crois que c'est quand même important, euh, même s'il y a une forme d'hétérogénéité en fait de ces cibles, il faut prendre aussi cette question-là d'un point de vue diachronique. Je crois que les cibles du début des soulèvements mardi, mercredi, jeudi ne sont pas exactement, donc fin juin 2023, ne sont pas exactement les mêmes que celles qui arrivent un petit peu plus tard en fait, où il y a davantage de pillages, pour le dire comme ça, les émeutes vont se déplacer dans les centres-villes urbains. Au début, le mardi, mais surtout le mercredi et le jeudi soir, qui sont des périodes de haute intensité, on est surtout sur des cibles publiques, en fait, des institutions. C'est-à-dire que quelles sont les cibles? C'est les policiers via les mortiers d'artifice, les commissariats avec près de 300 commissariats touchés, des bâtiments publics, mairies, écoles, centres sociaux et culturels et bibliothèques. Et ça, de fait, il me semble que ces cibles ne sont pas fortuites et témoignent de choses qu'on soulignait également hein, dans le livre L'épreuve de la discrimination, et donc d'un rapport conflictuel à l'État, et donc d'une politisation ordinaire qui est assez fréquemment exprimée, moi, dans les enquêtes que j'ai pu conduire, l'État étant fréquemment jugé responsable de la marginalisation systémique des habitants de ces quartiers et les émeutes venant l'exprimer, on va dire, dans toute leur violence. Voilà, donc je crois que c'est important cette question
des cibles, quand bien même il ne faut pas pour autant surrationaliser le choix des cibles, pour le dire comme ça, qui sont faits de contraintes, d'opportunités. Et il y a évidemment toute la question du pillage qui relève aussi des faits d'aubaine, d'opportunisme, et dont la dimension politique est peut-être moins évidente que quand il s'agit de cibles publiques et institutionnelles, comme je le mentionnais à l'instant. Peut-être que j'en reste là pour laisser la parole à mes camarades. Oui, on va leur demander, eux, comment est-ce qu'ils qualifient effectivement les événements à leur tour, brièvement. Mais ce que tu viens de nous dire permet déjà de poser la dimension politique, mais pas que. Et ça, c'est effectivement un point d'entrée intéressant pour montrer la diversité des motivations. Fabien, Renaud, un complément sur cette question de la qualification? Fabien, je te laisse commencer. Non. Bon, alors, euh, bon, je pense que Julien a posé le cadre, et moi je suis assez d'accord avec lui pour dire que cette question de l'alternative émeute, révolte a été extrêmement structurante dans les débats qui ont suivi les émeutes de 2005, et je suis assez marqué par le fait qu'en finalement en 2023, cette question sémantique qualificative a été assez secondaire. Euh, Moi, j'ai noté, en revanche, en 2023, l'apparition de quelques autres termes qu'on avait moins entendus, notamment d'un terme, mais ce qui m'avait plutôt marqué, qui est celui de soulèvement. Et je pense notamment à une tribune de Nicolas Héringer, qui est donc un activiste environnemental, qui avait publié tout début juillet une tribune qui s'intitulait Soyons solidaires avec les soulèvements de Nanterre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'évidemment, il y avait une référence au soulèvement de la Terre, et Nicolas Héringer essayait ainsi de faire le lien entre deux mouvements qui avaient l'un et l'autre fait l'objet d'une répression très violente, et qui portaient dans son analyse tous les deux des demandes de justice, justice sociale d'un côté, justice environnementale, et qu'à travers cet article, il cherchait à articuler. Je trouve que ça ouvrait aussi une piste, alors sinon de réflexion analytique, mais en tout cas sur les possibles débouchés politiques ou suites politiques de ces événements qui me semblaient pas inintéressants. Je m'arrêterai là pour ce qui est de la qualification. Oui, merci beaucoup. Alors, Est-ce que Fabien, vous m'entendez? oui, on t'entend très bien. Ah, ok, parfait, parce que j'ai un moment désactivé le son, et puis voilà, je patauge, nous pataugeons tous Non, là, ça marche bien. dans les Profites-en. limbes du virtuel. Écoutez, euh, je suis très heureux de pouvoir vous parler, comme j'ai une gueule de radio, on le dit souvent, donc je m'en réjouis de pouvoir vous en faire tous et toutes profiter. Merci à Christophe et l'équipe de la FSP d'organiser ces webinaires. Alors, je m'empresse d'ajouter ma petite pierre. Moi, non. Moi, j'ai été plutôt satisfait de ce que vient de dire Renaud, c'est-à-dire qu'on n'ait pas eu ces batailles sémantiques qui tournaient un petit peu au ridicule en 2005 pour imposer la qualification légitime, un petit peu propre et juste des événements. Dans ma pratique personnelle, quand je suis interrogé là-dessus, je n'hésite pas à parler de révolte, mais le terme émeute ne me choque pas non plus, compte tenu du fait que, à la différence de manifestations qu'on a pu également étudier, avec Olivier Filion notamment, le propre de ces événements est que, en effet, s'ils ne sont pas tout à fait spontanés, parce qu'il y a une cause, il y a un déclencheur à ces événements, hein, c'est le tir mortel du policier sur le jeune Naël. S'il n'y a donc pas si elles ne sont pas nécessairement spontanées, il n'y a pas évidemment de déclaration en préfecture. Donc on navigue quelque part entre les révoltes urbaines, les émeutes. Je rappelle que dans les années 90, on qualifiait souvent ces événements-là de violences collectives. La revue Déviance et Société, qui est une excellente revue, hein, j'en suis membre depuis, je crois, 2008, avait fait un numéro spécial
co-dirigé par Sophie Baudier-Gendreau à l'époque, sur les violences urbaines, violences collectives. Je pense qu'il ne faut pas trop fétichiser les termes, hein. Renaud a raison. Surtout que des enjeux de traduction aussi, par exemple, hein. Bon, riots, par exemple, on pourrait interroger Christophe parce que c'est un terme central dans les aires géographiques qu'il étudie, hein. Communal riots, par exemple, comment Christophe traduit ça en français? Et puis ensuite, l'autre raison pour laquelle il ne faut pas trop non plus fétichiser, c'est qu'à la fin, le débat ne tourne que là-dessus. Et donc, ça devient alors, typiquement un débat d'intellectuels qui nourrissent en plus la conviction que ces émeutes ne sont que des émeutes de papier, puisque Ouais. de toute façon, centrées sur la meilleure manière de les qualifier, on ne parle que des mots en circulation et non pas des événements qui se sont déroulés. Voilà. Révolte, Exactement. émeute, soulèvement, pourquoi pas aussi, bien sûr, pillage, destruction, dégradation, affrontement avec les forces de l'ordre. Quand on rentre dans la description phénoménologique plus précise, là, Julien a vraiment raison d'insister sur le fait que par rapport à 2005, on a eu des nouveaux phénomènes, des nouvelles violences, en tout cas à l'égard des biens. Voilà, je pense que tous ces termes se valent bien. Très bien. Alors justement, nous n'allons pas nous contenter de tenir un débat d'intellectuels, mais rentrer dans, entre guillemets, le moteur. Et tu peux garder la parole, Fabien, parce que une des dimensions que on aimerait explorer avec toi, c'est bien sûr la dimension policière, la dimension violence policière. Et tu peux le faire, étant donné tes travaux, d'un point de vue comparatif et nous éclairer sur en Ouais. quoi ce qui s'est passé en 2023 est différent ou pas de ce qui s'est passé en 2005, de ce point de vue-là, et en quoi est-ce que la façon dont la police agit dans les cités, dans les banlieues, en ville, est différent de ce qu'on fait ailleurs, dans des contextes qui sont parfois comparables, notamment en Grande-Bretagne. Oui. Alors, je pense que il y a bien sûr un contexte qui est en gros. Pardon. Lorsque les villes nord-américaines ont connu des vagues de riots dans la deuxième moitié des années 60, mais aussi d'assassinats politiques, Robert Kennedy, Martin Luther King. Le président Johnson a formé une commission, la fameuse commission Kerner, pour s'interroger sur les causes de ces révoltes et sur les solutions. On sait que le gouvernement a également exprimé le vœu, le gouvernement français, dès début juillet, de lancer des recherches en sciences sociales sur les mêmes thèmes. La différence majeure, sans doute, entre les deux initiatives, c'est que la commission Kerner, c'était plusieurs centaines de millions de dollars sur au moins 10 ans. Et que les programmes de community policing, par exemple, qu'on a vu se développer à la fin des années 70 aux États-Unis, naissent de cette commission-là. La commission Kerner a été très claire sur les causes de la révolte. Dans l'écrasante majorité des révoltes urbaines, dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des morts imputées à la police ou des rumeurs de morts imputées à la police qui ont été la cause des émeutes. Et sur la cause des émeutes, il n'y a aucun doute en France. En effet, c'est le tir mortel par ce policier. Alors, deux points là-dessus. Le premier, c'est que ce tir intervient dans un contexte nouveau pour la France, qui est pardon, une dizaine d'années, depuis 2011 très exactement, au moins 20 morts dans des interactions avec la police. Et ça, c'est neuf. C'est-à-dire que la police française est caractérisée en Europe de l'Ouest par un niveau de violence très vraisemblablement, c'est très difficile à quantifier, hein, beaucoup plus élevé qu'ailleurs, mais par la rareté des usages mortels de l'arme, des tirs mortels. Et cette rareté commence à s'amenuiser. 20 morts par an, alors que nous n'en avions qu'entre 5 et 15 les 3 décennies précédentes. Donc il y a quelque chose qui a changé de ce point de vue-là. La deuxième chose qui a changé, évidemment, hein, c'est la diffusion immédiate de l'événement, la diffusion immédiate à la fois des images, mais aussi, ça c'est très important, du son. Du son.
et notamment de la phrase qu'aurait dit le policier, je ne l'ai plus exactement en tête, mais en gros, je vais te shooter ou je vais tirer. Premier point, c'est la létalité nouvelle des interventions policières. Alors, deuxième point, après, quelles ont été les formes de réponse aux émeutes, aux violences urbaines? Elles sont pareilles qu'en 2005, hein, semblables à celles qu'on a déployées en 2005, et en même temps un petit peu différentes. Parce qu'en fait, les modes d'organisation policiers, la structuration des forces de police, l'armement, l'équipement des forces de police sont aujourd'hui en grande partie la conséquence des émeutes de 2005 et plus encore des émeutes, enfin des affrontements cette fois-ci, entre policiers et jeunes à Villiers-le-Bel en 2007. Ou, comme en 2005 d'ailleurs, hein, notamment à La Courneuve, à Grigny, on avait fait usage d'armes à feu sur des policiers. Et là, 2005-2007, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a dit « Je comprends votre angoisse, à vous autres gendarmes, mais surtout policiers, et nous allons réorganiser tout ça. » Multiplication des petites unités destinées aux VU, violences urbaines, très rapidement projetables sur les lieux, avec un niveau d'engagement très rapidement élevé. 2, diffusion massive ce qu'on appelle en langage policier, moyens de force intermédiaire, c'est-à-dire en langage courant, flashball et LBD. Et les LBD, d'ailleurs, sont introduits juste après les émeutes, enfin, là, ici, les confrontations à Villiers-le-Bel, les affrontements à Villiers-le-Bel en 2007. Nicolas Sarkozy dit aux policiers, on a fait beaucoup de reproches à propos du flashball parce que c'est une arme imprécise, je vais désormais lui substituer une arme beaucoup plus précise. Elle est plus précise, mais du coup, elle est beaucoup plus puissante et donc elle est beaucoup plus mutilante. 3, la doctrine. Dès lors que des phénomènes de violence urbaine interviennent, tout ce qui relève de la doctrine, on va dire, pacifiante ou de mise à distance des foules propre au maintien de l'ordre est mis de côté. Là, c'est une doctrine d'intervention immédiate et d'emblée violente destinée à empêcher les troubles et notamment arrêter, déférer devant la justice les fauteurs de troubles. Et du reste, on a, alors que les émeutes de 2005 ont duré 3 semaines, on a eu 5600 gardes à vue, elles ont duré moins d'une semaine en 2023, on a 3600 gardes à vue. On a 400 peines de prison ferme prononcées immédiatement. Hein. En 2005, on en a déjà le double en 2023. Hein. Donc, vous voyez la transformation des modes d'action policiers. On a néanmoins noté une certaine retenue dans l'usage de la force, dans les charges, dans le déploiement d'un certain nombre d'unités sur le terrain, notamment les unités formées aux violences urbaines. Mais le problème, c'est qu'on a fait intervenir aussi des unités qui ne sont pas formées aux violences urbaines, telles que le RAID. Et il semble que partout où cette unité a été déployée, on ait eu à déplorer des dommages humains considérables, notamment la mort d'un jeune homme à Marseille. En effet, comment singulariser est-ce que ces événements sont singuliers? La réponse qui leur est offerte est singulière. Je pense que la meilleure, le meilleur proxy, la situation la plus proche, pardon, c'est celle de Londres, août 2011, hein, les émeutes de Tottenham à la suite de la mort d'un jeune homme, Mark Dungan, tué par une unité anti-stup de la police de Londres, unité spécialisée et armée, les policiers anglais ne le sont toujours pas, hein.
Et on a eu là des lourds affrontements assez concentrés dans le temps, mais qui ont été redoublés de conflits entre le politique et le policier sur le niveau de force que devait engager la police. Ça, c'est tout à fait singulier par rapport à ce qu'on a connu chez nous. Les polices, les directions policières ont empêché l'usage, par exemple, des rubber bullets, plastic bullets, à Londres en 2011. Même l'usage des canons à eau a été retenu pendant plusieurs jours, finalement autorisé par David Cameron 3 ou 4 jours après le début des affrontements, je ne sais plus. Est-ce que ça explique? Est-ce que cette retenue policière explique que pendant un jour ou deux, la situation est parue quelque peu hors de contrôle? Je l'ignore, j'en sais rien. Je ne crois pas que la recherche d'ailleurs ait pu répondre à ces questions-là, à cette question-là. Toujours est-il que la relative retenue policière a entraîné un phénomène qui est un phénomène que les collègues de Christophe Laurent Gaillet et Gilles Favarel-Garrigue qualifieraient de phénomène de vigilantisme, hein, multiplication des patrouilles d'autodéfense, etc., avec des affrontements parfois mortels, hein, 4 ou 5 personnes ont trouvé la mort parce qu'ils tentaient de protéger leurs biens, les biens de leur voisinage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en France, quand bien même les événements français de 2023 ont ceci de proche avec ceux de Londres 2011, qu'ils ont consisté en de nombreux pillages. Julien l'a rappelé tout à l'heure. Deuxième point, retenue policière, mais très forte sévérité judiciaire. On a 1300 peines de prison ferme prononcées et des durées d'incarcération, enfin en tout cas des peines prononcées, des durées de peine prononcées moyennes de 17 mois. C'est gigantesque, c'est énorme. Justice française caractérise par des peines nombreuses, quelques centaines, donc 750 hein, fin juillet, mais des durées de peine limitées à quelques mois. Alors, attention, ces données sont fragiles, hein, parce qu'on va avoir, il y a énormément d'instructions en cours qui sont servies d'ailleurs par les images auxquelles nous avons tous accès, hein, par des émeutiers qui se sont filmés, qui ont filmé d'autres, des spectateurs, des publics, etc. Et donc, les policiers sont devant leurs écrans, les policiers enquêteurs sont devant leurs écrans, notamment pour les infractions les plus lourdes, qui appellent des instructions et qui appelleront des condamnations qui feront monter la moyenne les durées moyennes de détention. Donc voilà ce que je peux dire un peu longuement, hein, vous me pardonnerez, sur comparaison 2023-2005, puis comparaison Londres 2011, France 2023. Merci beaucoup, Fabien. Il fallait être long parce qu'effectivement, c'est compliqué et tu peux nous apporter des éléments de comparaison utiles à la compréhension de la spécificité ou non de ce qui se passe en France. Alors, on va sans doute être aussi long avec Renaud maintenant pour aborder un dernier volet qui est euh, euh, évidemment très important, celui de la politique de la ville. En quoi ces événements sont-ils le révélateur de l'échec d'une politique de la ville, en tout cas des limites que cette politique dont on parle depuis maintenant plusieurs décennies hein, rencontre. Et donc, Renaud, tu as la parole et pendant ce temps-là, nous faisons tout pour retrouver Julien qui nous a quittés. Il faut que tu allumes ton micro, Renaud.
Oui, alors sur cette question de émeute et politique de la ville, alors le lien il semble évident et il est systématiquement établi dès qu'il y a une des grandes émeutes, hein, en tout cas depuis 1990 et l'émeute du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Le Mas du Taureau était le quartier modèle de ce qu'on appelait à l'époque la politique de développement social des quartiers. L'embrasement du Mas du Taureau, toujours après le décès d'un jeune du quartier suite à une poursuite policière. L'embrasement du quartier a été immédiatement, hein, 24 heures après, présenté dans la presse et dans les débats politiques comme la preuve de l'échec du développement social des quartiers. Et d'ailleurs, François Mitterrand, quelques mois après, a annoncé la fin du développement social des quartiers et le lancement d'une nouvelle politique qu'on appelle maintenant la politique de la ville. Et pratiquement chaque émeute, ou en tout cas chaque grande émeute, parce qu'on parle de celle de 2005, de 2023, éventuellement celle de 81 au Minguette, celle de 90, mais en réalité, ces événements, on les retrouve quasiment chaque année depuis 40 ans, de façon plus localisée, et en tout cas toutes celles qui ont eu un écho national sont systématiquement suivies d'une mise en cause de la politique de la ville. L'émeute serait la preuve irréfutable de l'échec de cette politique. Bon, il y a quand même, me semble-t-il, un problème logique. Parce que l'objectif de la politique de la ville n'est pas et n'a jamais été de prévenir les émeutes. On a suffisamment de travaux, d'évaluation de cette politique à bien des égards, quoi. Je crois vraiment que c'est la politique publique qui a été la plus évaluée à toutes les échelles depuis près de 40 ans. On n'a pas besoin de ça pour établir un bilan un peu étayé de cette politique et de ses résultats. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter quand même un peu sur cette idée que de émeute et politique de la ville, un peu dans le prolongement de ce que vient de faire Fabien, d'essayer de mettre en regard les débats qui viennent ce qui vient de se passer là au cours de l'été, avec ce qui avait pu se passer quelques années auparavant, notamment en 2005 ou en 1990. Alors d'abord, moi je trouve que la nouveauté là, de ce qu'on a pu observer en la matière, c'est qu'au-delà de la mise en cause de la politique de la ville, on a assisté cet été à une mise en question de la politique de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction des quartiers. Je trouve que c'est intéressant parce que la rénovation urbaine est un des programmes de la politique de la ville. C'est son programme le plus massif, le plus visible, mais ce n'est qu'un des volets de la politique de la ville, qui est une politique qui a une prétention globale, traiter aussi bien de sécurité, de social, de développement économique, de culture, etc., etc. Et que jusqu'à présent, cette politique lancée en 2003, cette politique de rénovation urbaine, avait systématiquement échappé à la critique, y compris en 2005. Et en 2005, c'était même le contraire. Jean-Louis Borloo, qui était le père de cette politique, s'était saisi des émeutes pour justifier le renforcement de la rénovation urbaine et l'octroi de milliards supplémentaires pour la rénovation urbaine. Il avait mobilisé tous les maires qui étaient engagés dans la politique de rénovation urbaine pour aller vite, hein, pour leur dire si on laisse croire que la rénovation urbaine est en échec, on n'aura pas assez de moyens pour continuer, vos projets sont arrêtés. Et il a été plus loin, Jean-Louis Borloo, dans une interview à la presse quotidienne régionale, il a dit bah voilà, il suffit de comparer les sites qui ont été émeutiers, les sites où il y a eu le plus de chauffe, c'était son expression, et les sites les plus avancés dans la rénovation urbaine, et vous le verrez, là où la rénovation urbaine avance, il n'y a pas eu de chauffe. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant qu'il avait sur son bureau une note qui avait été faite par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, un premier relevé qui montrait que il n'y avait pas eu de différence entre les quartiers qui étaient avancés dans la rénovation urbaine ou pas, mais voilà, il y avait une stratégie politique et qui a été très efficace, puisque la rénovation urbaine n'a pas été remise en cause après 2005, mais au contraire a bénéficié d'un surcroît de ressources, de soutien politique. Et on peut dire que depuis 2003 et jusqu'à une date très récente, en gros 2023, cette politique n'a jamais été questionnée. Elle a été encensée par les élus de tous bords, par la presse. Et là, en 2023, pour la première fois, on met en cause cette politique. Deuxième différence qui me semble notable, c'est que alors que les émeutes précédentes et le constat des limites de la politique de la ville qui en découlait,
s'était prolongé par l'annonce de réforme de la politique de la ville, l'octroi de moyens supplémentaires, hein. Souvenez-vous, Jacques Chirac, en 2005, quoi, 3 semaines après les émeutes, qui sort, qui fait une conférence de presse solennelle avec ses grosses lunettes là, et qui dit que les enfants des quartiers font partie intégrante de la République, qu'il y a le cancer de la discrimination, je crois que c'était ça son expression, et que dans la foulée, Dominique de Villepin présente une loi sur l'égalité des chances. Voilà, il y a quand même à chaque émeute, il y avait plutôt ou bien une réforme structurelle de la politique de la ville, ou bien plus de moyens pour cette politique. En 2023, c'est l'inverse. En l'état actuel des choses, hein, puisqu'il doit y avoir un Conseil national de la refondation animé par le président demain. On verra quelles seront ses annonces, mais jusqu'à présent, les discours de l'exécutif, c'est plutôt l'incrimination des seuls habitants des quartiers et le contre-feu face aux demandes des élus de banlieue qui demandent depuis un moment des moyens supplémentaires. Un discours, il n'y aura pas de moyens supplémentaires pour les quartiers, discours fidèlement repris par la secrétaire d'État, donc Sabrina Agresti-Roubache, dans son interview au JDD, en disant, en gros, j'ai trop d'argent pour les quartiers. Imagine la prochaine réunion interministérielle où elle va se retrouver face à Bercy pour défendre son budget. Ils auront le JDD sur la table et ils seront bien contents. Une ministre qui dit, moi j'ai assez de crédit, c'est quand même assez peu usuel. Mais pour revenir et pas arrêter le tunnel, revenir à la question, que nous disent les émeutes du bilan de la politique de la ville? Moi j'ai envie de dire porter plus spécifiquement, qu'est-ce que ça nous dit sur la politique de la ville telle qu'elle est menée depuis 2017, en gros de la politique de la ville d'Emmanuel Macron, pour aller vite. Bah, je crois que ces émeutes, elles nous rappellent quand même une chose, c'est que la politique de la ville avait disparu de l'agenda politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et je pense que ça n'a pas été assez souligné, y compris dans la presse, c'est que ces émeutes-là sont arrivées pile au moment où l'exécutif organisait ce que les communicants politiques appelaient une séquence banlieue. Cette séquence banlieue qui devait effacer je dirais pour paraphraser le titre de l'ouvrage d'Olivier Masclet, ça devait effacer le rendez-vous manqué d'Emmanuel Macron et des cités. Pour mémoire, hein, quand même, Naël Merzouk a été tué le mardi 27 juin. Le lundi 26 juin, Emmanuel Macron était à Marseille. Il faisait des annonces pour Marseille en grand. Il finissait la soirée dans une réunion de quartier dans le quartier de la Busserine face aux habitants. Il faisait une série d'annonces sur la généralisation des cités éducatives qui devait se prolonger encore dans une deuxième série d'annonces le lendemain. Le lendemain, justement, mardi 27, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine lançait un événement qui préparait depuis un an, les 20 ans de la rénovation urbaine. Le mardi, il y avait donc Jean-Louis Borloo, Catherine Vautrin, tout le monde était à Grigny, territoire symbole, pour mettre en scène les transformations des quartiers opérées par la rénovation urbaine. Et aussi derrière ça, pour casser le discours sur le mode, ça fait ce que les élus de banlieue, ça fait 5 ans qu'il ne se passe plus rien. Et toute cette semaine devait s'achever donc le vendredi par un conseil interministériel des villes à Chanteloup-les-Vignes, dans lequel, sous la Premier ministre, devait être présenté le plan Quartier 2030, qui était l'avenir de la politique de la ville. Voilà, donc il se passait un truc dans cette semaine. Ça devait être le moment où la politique de la ville devait revenir à l'agenda, mais de façon positive. Et la belle mécanique communicationnelle s'est effondrée sous l'effet de la mort de Naël Merzouk et des révoltes qui ont suivi. Merci beaucoup, Renaud. Très précieux aussi d'avoir cette présentation détaillée de ce bilan de la politique de la ville. Nous ne réussissons pas à retrouver Julien. Peut-être va-t-on l'appeler pour qu'il puisse être avec nous par la voie du téléphone. Mais j'aimerais finir cette série d'éclairages par une question plus générale. Est-ce que l'un et l'autre, Fabien et Renaud, vous voulez ajouter quelque chose sur ce que ces événements nous disent du rapport des acteurs aux institutions et aux politiques en général? Alors, la politique en général. Ce serait une façon de conclure cette première partie, la plus longue, bien sûr, de notre webinaire. La seconde, eh bien, c'est bien sûr les réponses aux questions que peuvent vous poser dès maintenant dans le chat ceux qui nous suivent et dont je remercie la patience parce qu'on les a un peu mis à dure épreuve
en tout cas au début. Vous êtes nombreux encore avec nous et n'hésitez surtout pas à interroger Fabien, Renaud, à faire vos propres commentaires d'ailleurs. C'est le genre d'interaction qui est évidemment très précieuse entre collègues et avec toutes sortes d'intervenants, y compris les praticiens, puisque je vois qu'il y en a aussi parmi ceux qui nous suivent. Fabien, Oui. Renaud, sur ces histoires, sur cette question plus générale de qu'est-ce que ça nous dit du rapport aux institutions, à la politique? Euh, alors, je viens d'entendre Renaud avec attention et passion, et ce qu'il dit ressoulève la vieille question de la science politique un peu dissidente du début des années 70. Euh, est-ce que ça rapporte euh, que de se soulever? Je fais référence évidemment euh, au fameux travail de Cloward et Piven, qui tente de montrer que dans l'histoire du mouvement ouvrier, les actions disruptives, disent-ils, un terme qui leur est propre et qui a été repris par Emmanuel Macron ensuite, les actions disruptives sont plus bénéfiques pour le mouvement social que les actions syndicales, organisées, etc. Et donc, pour Cloward et Piven, Richard Cloward et Francis Fox Piven, dans le fond, l'émeute rapporte plus que la contestation conventionnelle, par exemple la manifestation ou la grève, lorsqu'elles sont prises en charge par les organisations syndicales. Et ça, c'est une question cruciale, cruciale pour nous. Politistes. Parce que alors c'est une question qui avait soulevé des débats énormes dans les années 70 à l'époque, et moi je suis toujours un peu surpris de ne pas les retrouver dans notre pardon, je coupe le téléphone, de ne pas les retrouver dans nos discussions un peu savantes aujourd'hui. Est-ce que les émeutiers ont gagné quelque chose en 2005? Qu'est-ce qu'ils ont gagné et qu'est-ce qu'ils ont perdu? Et Renault nous dit là, très franchement, ils ont gagné une remise à l'agenda en 2005 de la politique de la ville. Effectivement, le plan, la loi, le plan, ça y est, j'ai oublié, pour l'égalité, d'où va émerger d'ailleurs le CPE, et qui échouera ensuite. Comme, je ne sais plus comment ça s'appelait ce dispositif-là. Contrat première embauche, Oui, c'était la contre loi première égalité embauche. des chances. Voilà, c'est ça. Également, la prise de conscience sans doute, ou en tout cas la verbalisation par le gouvernement à l'époque, des questions de discrimination liées à la couleur de peau. Et c'est le discours de Dominique de Villepin à l'Assemblée nationale qui présente la loi le projet de loi dont on parle là. Euh, en même temps, ces soulèvements ont amené un resserrement du contrôle policier sur ces quartiers, une densification de la présence policière et de la présence judiciaire dans les existences individuelles des jeunes hommes de ces quartiers, pour qui faire son chemin dans la vie, c'est essayer de se débrouiller comme tous les jeunes avec l'école, avec les parents, avec tout ce qu'on veut, bon, très bien, mais pour eux aussi, avec la police et la justice. Et ça, c'est absolument crucial, et c'est ce qui fait qu'effectivement, on a des jeunesses de nature très, très différente hein, selon les endroits où on vit, et ça s'est bien sûr radicalisé après les émeutes de 2005. Alors, euh, quel profit, quel bénéfice, quels avantages les jeunes engagés dans les révoltes de 2023 et leurs proches pourront bien tirer de ces événements-là. Là, il est trop tôt pour le dire, mais c'est une question, je pense, qui est vraiment, qui est peut-être insoluble hein, d'ailleurs. Hein. Souvent, on en a discuté avec Renaud, et bon, mais c'est une question cruciale à mon avis, cruciale. Oui. Alors, trop tôt pour le dire, mais on peut quand même essayer de faire des hypothèses. Renaud, est-ce que
le gouvernement qui est censé, dans une prochaine réunion interministérielle, reprendre le dossier, te semble prêt à remettre, comme le dit Fabien, la politique de la ville à l'agenda. C'est toujours très très hasardeux, hein, de se lancer dans ce genre de spéculation, mais en tout cas, moi je poserais l'hypothèse qu'il va rien se passer, et plutôt à l'aune d'un regard plutôt rétrospectif. Ce qui me semble un autre élément de contexte qui différencie fortement quand même ce qui vient de se passer des émeutes précédentes, au-delà de tous les éléments qu'a rappelé Fabien tout à l'heure, c'est que il y a eu les gilets jaunes. Et les gilets jaunes viennent illustrer et apporter une réponse à à la question que soulevait Fabien tout à l'heure. L'émeute, ça paye. Alors, est-ce que quoi? En tout cas, des formes de protestation violentes et durables, comme celle des gilets jaunes, ont quand même, d'un point de vue de l'allocation budgétaire, ont payé, hein. Il y a des taxes qui ont été supprimées, il y a des crédits budgétaires qui ont été octroyés, donc ça peut payer. Maintenant, l'un des effets des gilets jaunes, ça a été quand même un durcissement dans le débat public, d'une mise en opposition entre territoires qui souffrent. À bien des égards, les quartiers, la politique de la ville incarnée depuis le début des années 80, la crise socio-spatiale, hein. On voit à quel point la thématique de la supposée France périphérique travaille les représentations du territoire et des souffrances territoriales. Et on voit à quel point, depuis le milieu des années 2010, il y a une grande difficulté pour les responsables politiques à afficher une politique qui est supposée en direction des banlieues, qui est supposée être une politique de discrimination positive territoriale. Parce qu'il y a un discours qui s'est installé qui consiste à dire, alors c'est le discours de Guilly dans La France périphérique, repris par le Rassemblement national et désormais par une bonne partie de la droite républicaine et même par une partie désormais de Renaissance, qui consiste à dire que finalement, on en fait trop pour les quartiers périphériques de banlieue et ça joue contre la France rurale, des villes moyennes, etc., cette supposée France périphérique. Et je pense que c'est extrêmement difficile face à ce discours qui a quand même un peu saturé l'espace public et désormais repris par une bonne partie du personnel politique national, d'afficher le fait on octroierait des moyens supplémentaires pour la politique de la ville. Alors ça, c'est pour la réponse nationale. Et puis je mettais dans le chat, considérer l'émeute dans sa dimension politique, avec ses effets politiques et les rapports entre les acteurs de l'émeute, les institutions politiques, ça doit aussi s'aborder au prisme, à une échelle locale. D'ailleurs, bon, ça fait partie des travaux intéressants qui avaient pu être faits après 2005, de montrer que dans le mouvement émeutier de 2005, en fait, il y avait des émeutes locales qui avaient chacune des dynamiques propres et des effets propres. Et sur les effets politiques, moi, je mettais dans le chat, il y a un article que je trouve très intéressant de Valérie Salapala, et je vois d'ailleurs qu'elle est dans le chat, et peut-être que Valérie pourra rebondir et compléter, mais elle avait écrit en 2015 un article au sujet des émeutes qu'avait embrasé Firminy dans la Loire en 2009, et justement en interrogeant ex post quelles avaient été les réactions des acteurs politiques locaux, et de mémoire, parce que j'ai pas relu son article, et Valérie, tu m'excuseras depuis un moment, elle montrait que les émeutes localement ne produisaient pas nécessairement, loin de là, une forme de réinvestissement et de plus grande sollicitude des élites politiques locales ou même de la population locale à l'égard des quartiers émeutiers. Oui, ça c'est très intéressant et effectivement, ça permet peut-être de contraster la situation post-2005, quelques années plus tard. Aujourd'hui, le curseur a bougé, notamment vers la droite et faire en sorte que, ce mouvement suscite des réinvestissements pour, entre guillemets, «du social», n'est vraiment pas garanti. C'est ce qu'on verra, parce que normalement, à court terme, des décisions doivent être annoncées et elles risquent, comme tu le suggères, Renaud, de ne pas, nous conduire, très loin, notamment en termes budgétaires. Alors en termes budgétaires, justement, dans le chat, Patrick, Lelydec, nous dit:
le coût budgétaire des Gilets jaunes est évalué à 20 milliards d'euros de dépenses pérennes par an. Il faudra, ça reprend la question que tu soulevais, Renaud, que nous consacrions un jour un webinaire à objectiver les dépenses de la ville et par rapport aux autres, bien sûr, comparativement, parce que c'est un sujet que des chercheurs doivent pouvoir explorer pour mettre des données tangibles dans le débat public. Alors, dans le chat aussi, il y a une autre question, ou une question plutôt, qui nous vient de Vincent Dubois, qui reprend ce que Julien disait tout à l'heure, des émeutiers ciblant les institutions. C'est très commenté, mais quelle place est-ce que ça occupe en comparaison des autres cibles visées par les émeutiers? Alors, je ne sais pas si Julien peut nous entendre à nouveau, voire répondre, y compris via le téléphone Non, ce n'est pas possible. Alors, on va poser la question aux autres participants. Est-ce qu'on sait dire euh, si les cibles institutionnelles ont été véritablement, entre guillemets, privilégiés par rapport aux autres? Et si oui, dans quelle proportion? Tout ça est un peu forcément au doigt mouillé, hein. Mais quand on cherche ce qui a été visé, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, Fabien sera sans doute plus à même de répondre, mais quand même un élément de réponse rétrospectif, c'est on n'en sait rien. En tout cas, moi, je remarque que sur 2005, on n'en sait rien et qu'on n'a pas de décompte fiable. On vous dit, il y a eu tant de quartiers émeutiers, on ne sait pas combien il y en a. Il n'y a pas eu de travaux à peu près sérieux faits en la matière. Sur le coup, les seuls éléments qu'on a, c'est les travaux, les données qui ont été publiées par l'Association française des assurances de mémoire, mais qui ne permet pas de distinguer les types de biens et le type de dommage et qui permet pas de le territorialiser. Il y avait eu les travaux d'Hugues Lagrange qui avait fait lui aussi tenter de faire un décompte, mais qu'il avait fait à partir d'un relevé de la PQR qui me semblait quand même très, 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 très fragile méthodologiquement. Et je pense que, mais Fabien pourra en parler parce que je crois qu'il s'engage dans cette direction. Il y a vraiment aujourd'hui, face aux commentaires à chaud et vraiment au doigt mouillé qu'on entend partout. Là, une nouveauté, maintenant, les émeutes seraient déplacées vers les petites villes. C'était pas le cas en 2005. Or, en 2005, il y a plein de petites villes qui avaient été émeutières. Sur le fait qu'aujourd'hui, ce seraient les bâtiments publics et puis les voitures. On est vraiment dans du commentaire qui ouvre et souvent du commentaire extrêmement métaphorique, hein. Moi, un ouvrage que je trouve très intéressant, mais qui me semble tellement, tellement métaphorique sur pourquoi on brûle les banlieues. J'ai oublié le nom exact pourquoi on brûle les bibliothèques, pardon. Euh, voilà, on en reste quand même aujourd'hui dans ces commentaires des cibles sur des analyses qui se fondent sur rien et qui laissent se déployer toutes les métaphores. Euh, et je pense que Fabien, là, tu peux compléter en disant puisque tu vas peut-être pouvoir, toi, là, dans les mois qui viennent, nous apporter un peu plus d'éléments là-dessus. Non, mais non, enfin, bon, allez, peut-être. Juste un point quand même. La recension par Hugues Lagrange des communes dans lesquelles on avait relevé des événements, l'échelle qu'il avait construite également, tout ça était sans doute fragile, mais bon, c'était quand même une base d'informations, une base de données intéressante, il me semble. Alors, on la trouve dans le bouquin Lagrange-Auberti, les émeutes, une protestation française, quelque chose comme ça, aux presses de Sciences Po. Moi, j'avais contribué dans ce bouquin-là, mais sur des questions de police simplement. Bon, moi, j'ai trouvé ça intéressant, même si effectivement, hein, la source, presse quotidienne régionale et également les dépêches AFP. Bon, c'est fragile, mais sur ce type d'événement, ça l'est peut-être moins que pas mal d'autres. En tout cas, l'évaluation des dommages, 200 millions d'euros à l'époque, hein, par l'association des assureurs, je ne sais quoi, ça c'est très amusant parce que
ils ont sorti ce chiffre qui a été publié dans Le Monde, et ce chiffre a fait foi. Il a été gravé dans le marbre. Et vous trouvez dans maints articles, savants, profanes, journalistes ou autres, dès le premier paragraphe, le coût global des émeutes, paf, 200 millions d'euros. Alors, je crois qu'il est largement supérieur en 2023, mais c'est intéressant de voir la vie comme ça des chiffres, fétiches dans le débat public. Alors, aujourd'hui, alors, tu as raison de souligner qu'on ne sait rien, hein. C'est quand même, c'est ce qu'il aurait fallu dire, hein, dès le départ, hein. Je crois que vraiment, on ne sait pas, on n'a pas de données là. Là, sur les émeutes de 2023, on n'a pas de données. Sur les émeutes de 2005, on en a quelques-unes, on a des monographies. Et moi, alors, pour le coup, les collègues enseignants-chercheurs, hein, euh, ils, sont en lien avec les étudiantes, les étudiants qui peuvent vivre dans les quartiers concernés, produire des monographies, aller interroger, sonder, faire des travaux qui sont des travaux étudiants avec les défauts, les qualités qu'on connaît, mais à mon avis, d'abord aller faire des monographies. Moi, j'avais été Marwan Mohamed avait fait une super monographie, par exemple, de ce qui s'était passé dans la ville de Villiers-sur-Marne à l'époque. C'était très intéressant pour comprendre les rationalités collectives en jeu chez les émeutiers, finalement d'ailleurs, qui ne sont pas passés à l'action à Villiers pour maintes raisons que Marwan explique très bien. Je crois d'abord qu'il faut appeler à la collecte de ces monographies-là. Ensuite, alors effectivement, nous, ce qu'on va essayer de faire au CESDIP, hein, on est dans une situation un peu particulière. Le CESDIP a été mandaté par les 3 ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Enseignement supérieur pour conduire des recherches sur les émeutes et les émeutiers, enfin, pardon, sur les émeutiers. Donc, on va procéder aussi par monographie en essayant de voir dans l'agglomération parisienne, d'abord, des villes qui ont été touchées par les émeutes, pardon, une ville touchée par des émeutes et une ville comparable, semblable, voire voisine, qui n'aurait pas été touchée, beaucoup moins touchée, dans une grande agglomération française, donc 2 villes, hein, plus, moins, et puis 2 villes, plus, moins, à l'échelle d'un chef-lieu de département. On va essayer aussi de viser des bourgs, des petites villes, disons, pour essayer de comprendre avec des entretiens avec les acteurs répressifs, parce qu'on y a facilement accès au CESDIP. Les acteurs, les élus locaux qui connaissent quand même vraiment souvent particulièrement bien ce qui a pu se produire durant ces jours et ces nuits, les acteurs associatifs, tous les acteurs de la prévention, le travail social, c'est très important. Je suis très dubitatif, hein, si on peut parler méthode un petit peu, à l'idée d'aller interroger les émeutiers. C'est ça, j'y crois pas tellement. On peut ouvrir un moment de discussion méthode. J'ai vu dans Mediapart il y a eu des entretiens qui ont été menés avec des jeunes émeutiers de Nanterre. Alors là, il y a un enjeu à la qualification. Ce sont des jeunes qui ont pris sur eux d'organiser les affrontements avec la police. Et qui témoignent du fait, attention, c'est très local, je ne sais pas comment ils ont été sélectionnés, choisis, etc. Mais ces jeunes-là disent, nous avons organisé les affrontements avec la police, on a voulu leur en mettre plein la gueule, on a réussi durant 2 jours et on a été en quelque sorte dépassé par les émeutiers du n'importe quoi, les pilleurs, les jeunes qui prennent trop de risques et qui ont foutu notre dispositif en l'air. En gros, c'était ça, les entretiens là, qui ont été menés à Mediapart, c'était très intéressant. Mais voilà, moi je pense qu'il faut procéder par monographie. Alors, évidemment, on va analyser des dossiers judiciaires, etc. Mais ça, c'est le 10 puissance moins 5 de la population des personnes qui ont pris part aux
aux émeutes, sachant que prendre part aux émeutes, c'est déjà un geste qui inclut, par exemple, le fait de se risquer à sortir de chez soi alors que dans le quartier, il se passe quelque chose. Là, voilà, on prend part aux émeutes d'abord parce que peut-être on va les documenter, peut-être on va prendre part à ce que du point de vue policier, on peut estimer relever de l'attroupement, c'est-à-dire on va se rassembler avec d'autres pour voir ce qui se passe. Et donc là, on a tout le dégradé qu'on connaît bien en sociologie des mobilisations, notamment de la manifestation, hein, entre les parts actives et les parts beaucoup plus inactives à la protestation. Merci Fabien. On parle méthode effectivement, hein, on doit et merci de le faire, réfléchir à la meilleure façon d'enquêter sur des sujets où, comme vous le dites, les sources sont tellement ténues qu'on en est réduit à l'enquête de terrain monographique. Alors à ce propos, je lis les commentaires de François Bradfer, disant, si je peux me permettre, une recension des cibles choisies dans les dégradations à l'échelle d'une ville hors émeute a déjà été tentée. Elle pose de gros problèmes méthodologiques, voire l'approche comptable du vandalisme. Je le mentionne dans une revue de la littérature. Vous trouverez le lien dans le chat si vous le voulez. Et logiquement, conclut François Bradfer, le cas des émeutes pose d'autant plus de problèmes, notamment chronologiques. Qu'est-ce qui date du jour précédent versus qu'est-ce qui date de l'émeute? C'est l'un des défis, effectivement. Alors, on a 3 autres questions, même 4, 5, ça arrive, et je vous les lis rapidement. On a commencé avec un quart d'heure de retard, donc nous finirons, si vous êtes disponibles, Renaud et Fabien, avec un quart d'heure de retard, pas davantage. Simon Evin, bonjour à toutes et à tous. Comment peut-on expliquer l'arrêt soudain des révoltes à la fin du week-end? Et quel crédit peut-on apporter à l'hypothèse que les acteurs du trafic de stupéfiants aient, entre guillemets, sifflé la fin de la récréation? Qui se sent capable de répondre à cette question assez précise? Fabien, tu te lances? Siffler la fin de la récréation. Alors, est-ce que tu peux redire la question? Oui. Quel crédit peut-on apporter à l'hypothèse que les acteurs du trafic de stupéfiants aient Ah, sifflé la pardon. fin de la récréation, sachant que donc on a une Ok. question plus générale sur l'arrêt soudain du phénomène Ouais. violent. Alors vraiment là, on n'a vraiment pas de données là-dessus. Et je pense que la meilleure manière, et encore, est de procéder par monographie. Hmm, Bon, alors il se trouve d'accord. que moi, je vis dans une ville où je connais quand même un petit peu les élus, d'ailleurs aussi les acteurs de la prévention, etc., qui est une ville très, très marquée par le trafic de drogue et les violences associées au trafic de drogue. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a Ouais. eu 6 ou 7 meurtres ces 15 dernières années liés au trafic. Euh, sur l'échelle d'intensité des violences, ça a été très limité. Hmm, Mais c'est une ville de Seine-Saint-Denis. Bon. hmm, Après, ouais. est-ce qu'on peut raisonnablement faire l'hypothèse que les acteurs du trafic de stupéfiants ont les moyens de retenir chez eux des gamins qui voudraient descendre, mettre le feu à des poubelles, incendier des voitures, donc susciter assez rapidement l'intervention de forces de police et s'affronter à eux? Très sincèrement, je pense qu'en conjoncture stable, comme dirait Daubry, oui, durant ces nuits-là, ça me paraît improbable. Encore une Hmm, fois, il faudrait aller procéder par entretien, par monographie. Euh, Après, il y a une autre méthode, hein, qui est la méthode, je dirais, Lagrange, qui est la méthode qui consiste à procéder par corrélation. C'est-à-dire, mais là, ça c'est très compliqué, des villes dans lesquelles
une forte activité de revente de rue est identifiée, donc Stup plus versus Stup 0 ou Stup moins. Bon, Stup plus, Stup moins, bon, faire des corrélations avec des intensités émeutières, c'est Ouais, difficile parce que c'est quoi une ville dans laquelle les acteurs du trafic sont en mesure. ouais, Tout ça est compliqué. Mais ouais, voilà, ouais. pas infaisable, mais je mise plus sur les approches monographiques et j'en appelle vraiment, là encore, à ceux qui, pour des raisons principalement d'âge, hein, il faut bien se le dire en toute franchise, sont plus à même d'enquêter là-dessus. Nos jeunes étudiants, doctorantes, doctorants, et masterants, je pense que sans doute on a des trésors d'enquêteurs et d'enquêtrices dans nos amphis et qui pourront nous apporter quelques éléments de réponse dans les mois ou les années qui viennent. Peut-être, moi, pour Merci compléter. Renaud sur ce sujet. Il faut que tu allumes ton micro par contre. Oh, il était allumé. Pour compléter ce que vient de dire Fabien, on a du mal à expliquer, mais bon, il y a quand même toute une série d'hypothèses qui existent dans la littérature scientifique sur les conditions favorables au déclenchement à la poursuite de l'émeute. Et ce qui s'est passé là en juin-juillet permet de revenir sur certaines ces hypothèses. Et je pense en particulier à un article, moi, qui m'avait jamais complètement convaincu, mais bon, un article a été publié dans la Revue française de sciences politiques en 2016 par Alessio Motta, qui devait s'appeler La bavure et l'émeute et qui Mm. insistait beaucoup sur la météo. Et quand, pour aller vite, quand il fait froid la nuit, les émeutiers sortent pas. Alors là, quand même, Mm. fin juin, début juillet, même si on n'était pas encore en période de canicule, loin de là, il faisait plutôt doux. Et il a fait plutôt doux, y compris le samedi 1er juillet, quand les émeutes sont supposées s'être terminées. Bon, déjà, c'est un premier point. On ne peut pas dire pourquoi ça s'est arrêté, mais on peut dire qu'en tout cas, une hypothèse qui est régulièrement réaffirmée, c'est la météo, ne suffit pas à expliquer à elle seule les choses. En revanche, de mémoire toujours, dans cet article d'Alessio Motta, il y avait une deuxième variable qu'il avait mis en avant, qui était importante, c'était est-ce que la bavure, pour se transformer en émeute, est-ce qu'elle a eu lieu dans un moment de vacances scolaires? Et je trouve que là, c'est un point qu'on a sans aucun doute pas du tout, pas assez souligné, c'est les émeutes là qu'on a connues en juillet, c'est les émeutes de la réforme du bac Blanquer. Du fait quoi, voilà, on sait tous et on s'en est, quoi, l'éducation nationale s'en est beaucoup préoccupé ces derniers temps. Le mois de juin est devenu un mois quasiment vide dans les lycées. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un mois de quand même relative disponibilité, on va dire, d'un certain public pour une mobilisation qui a pris cette forme-là. Bon, Ouais, très intéressant. Merci beaucoup. Un spectateur anonyme nous demande, que pouvez-vous dire sur le fait que ces émeutes se soient propagées sur l'ensemble du territoire français? Beaucoup de personnes voient cela comme un effet de groupe entraîné par les réseaux sociaux. Alors, évidemment, vous n'avez pas abordé encore cet aspect. Les réseaux sociaux jouent nécessairement un rôle dans ce genre de phénomène, mais quel rôle, si on peut le préciser? Là, je pense, Christophe, tu poses la bonne question à laquelle on n'a toujours pas eu de réponse, hein. Ouais. Oui, il joue un rôle, ça c'est indéniable. 2011, les émeutes ont été qualifiées par David Cameron à Londres Mm. de Consumers Riots, avec l'aide intellectuelle ici de Zygmunt Bauman, substantielle, hein, c'était et deux d'émeutes Twitter. Mm. 2011, on est en 2011. Ouais. Les mouvements 2011, les révoltes dans les pays arabes ont été décrites comme des révoltes devant énormément à Twitter, aux réseaux sociaux, etc. À juste titre sans doute, mais dans quelle proportion? Très sincèrement, on n'en sait absolument Ouais. rien. Ce qui est certain, en revanche, ce qui est certain, c'est que les services répressifs, pour eux, c'est une source, c'est une mine d'informations considérable, au point que même parfois des policiers s'aventurent
il devrait y avoir nullité de l'enquête en l'espèce, mais à l'occasion d'un contrôle d'identité, à regarder un petit peu quelles ont été les images, les prises, les commentaires, tiens, échangés aux alentours du 2-3 juillet par le jeune contrôlé, et s'il voit un film, saisir le téléphone, placer le gamin en garde à vue, etc. Euh, Hmm. bon, ce que je veux dire, c'est que oui, depuis l'émergence du caméscope avec Rodney King en 1991, puis des téléphones portables, puis des smartphones, c'est une question centrale qu'on sait très très mal quantifier. Ouais, Merci, Renaud. juste pour compléter rapidement, le rôle des réseaux sociaux dans la dynamique des émeutes est un sujet passionnant, mais bon, je rejoins complètement Fabien. Pour le moment, on a plus de questions que de réponses. Mais les réseaux sociaux, en revanche, peuvent être de formidables outils pour suivre la dynamique. De ce point de vue-là, ce qui s'est joué en 2011 ou après 2011 à Londres et le formidable programme de recherche qui avait été lancé par Le Guardian avec je ne sais plus quel think tank, bon, a fait LSI, des, avec la London ah oui, School of oui, pardon, Economics. c'est pas un think tank, avec Ouais. la LSI, a généré une masse d'informations, d'analyses absolument passionnantes et par ailleurs des formes de traitement absolument passionnantes. Moi, je regrette que ça n'ait pas été fait là et je regrette qu'il ne soit plus possible aujourd'hui techniquement de faire ce qui était possible en 2011 parce que en 2011, notamment Twitter, mais de livrer ces données de façon très très large, ce n'est plus le cas. On n'a pas la possibilité sur Instagram d'avoir la même profondeur de données et ça pose des questions qui, je pense, bien au-delà de la question des émeutes, devraient nous interroger tous aujourd'hui en sciences, chercheurs en sciences sociales. C'est est-ce que les données des réseaux sociaux ne devraient pas quand même avoir un statut de commun et comment on peut faire aujourd'hui pour analyser à la fois des phénomènes sociaux qui se déploient pour partie Twitter et des débats qui se déplacent vers cet espace public, si on a pu accès ou bien un accès extrêmement payant et à des montants que les sciences sociales françaises ne peuvent pas s'offrir à ces données. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un véritable enjeu pour nous au plan méthodologique. Une question très longue de Christophe, pardon, Arpaillange, que je vous lis. Euh, je pense que ça apporte des éléments intéressants à notre discussion, j'en suis même sûr. Peut-être au niveau local, faut-il contextualiser à partir de deux dimensions. Premièrement, celle de la métropolisation de la politique de la ville. D'une part, les métropoles ou communautés d'agglomération ont un investissement très différent suivant les sites et les cultures et intègrent plus ou moins les actions sur les quartiers politiques de la ville dans l'action et les politiques publiques de leurs grands services, économie, transport, aménagement, voirie, nature. À Rennes, Nantes ou Lyon, très intégré et développé. À Bordeaux, négligeable. Le contrat de ville, même s'il y a même s'il y a d'autres interventions ciblées, rénovation urbaine, c'est 5 euros par habitant de QPV et par an seulement. D'autre part, les maires et les communes dont les compétences et les pouvoirs sont à la baisse se présentent ou sont présentés en démiurge. Les habitants découvrent l'expérience que les maires n'ont pas le pouvoir d'action qu'ils imaginaient. Deuxième dimension, celle contextuelle de l'aggravation brusque et continue de la pauvreté pour les habitants des quartiers entre la période Covid, les stratégies de peuplement HLM, renforçant la ségrégation logique d'Allo contre logique mixité politique de la ville. Bref, un contexte hautement inflammable et des actes isolés dans les mois, voire les jours précédant la mort de Naël. Renaud, sur ce Bah, sujet. oui, c'est dur. J'ai envie de reprendre la réponse que faisait Fabien tout à l'heure. Il faut faire des enquêtes localisées pour comprendre ce qui s'est passé. Je voudrais quand même nuancer sur le deuxième point, l'aggravation brusque de la pauvreté pour les habitants des quartiers entre la période Covid et aujourd'hui. Ça me semble pas du tout évident. D'une part, et surtout, on a cassé le thermomètre parce que là aussi, on manque de données parce que depuis pratiquement 3 ans, l'Observatoire national de la politique de la ville, qui prenait la suite de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, qui devait chaque année remettre au Parlement toute une série de données statistiques sur l'évolution des quartiers, pendant 3 ans, il ne s'est plus réuni.
les données sont désormais manquantes. Et donc, en l'état actuel des connaissances, on a toute une série de signes et de remontées de terrain qui nous montrent combien il y a eu un effet de paupérisation localisé ces dernières années, mais bon, c'est un indicateur un peu ténu et on attend d'avoir un traitement statistique et que la rupture de série entre 2005 et 2020 prenne fin. D'accord. Merci. Il nous reste 15 minutes et nous avons 3 questions, donc 5 minutes pour chacune d'entre elles. Une des questions est posée par deux de nos auditrices, Anouk Fernagou et Maëva Borel. Peut-on parler de mouvement social? Est-ce que ces émeutes, peut-on qualifier ces émeutes de mouvements sociaux? Demande Anouk. Est-ce qu'on peut parler de mouvement social pour désigner ce phénomène? Demande Maëva. Bah, je pense que mouvement social, ça peut être entendu de deux manières. Une manière un petit peu restrictive et romantique à la fois, c'est-à-dire le mouvement social, c'est le substitut lexical de le mouvement ouvrier. Bon. Et puis, le mouvement social, c'est un descriptif beaucoup plus analytique. C'est toute expression collective de quelque chose, qui peut être d'ailleurs un contentement, une satisfaction, ou le plus souvent, évidemment, un rejet. De ce point de vue, c'est évidemment un mouvement social, quel que soit la diversité de ces acteurs, le fait que les acteurs ne se donnent pas à connaître, et bien sûr, hein, garde la clandestinité, enfin se préserve de se faire connaître, et la diversité des formes de manifestation. Il faut bien, c'est Julien Talpin qui évoquait tout à l'heure les graffitis dans la mémoire de Naël, ou en soutien à Naël. On a souvent dit, ça rejoint nos débats sémantiques des débuts de la discussion, que dans le fond, les émeutiers de 2005, eh bien, c'était des émeutiers qui ne parlaient pas, si bien qu'il s'agissait d'émeutes de papier, les intellectuels parlaient à leur place. Enfin, je dirais que les intellectuels, ils n'écoutaient pas. Dans ce cas, il suffisait d'écouter, de se mettre sur Skyrock, d'écouter les moindres morceaux de rap et autres pour voir que ça ne parlait que de ça. Alors évidemment, ça parlait aussi des relations amoureuses, de tous les thèmes des chansons de jeunes pour les jeunes, etc. Mais enfin, ça parle essentiellement et beaucoup plus. Il y a eu des études qui ont été menées là-dessus, hein. La police est un thème central du rap en France, ça ne l'est pas du tout en Allemagne, par exemple. On parle beaucoup plus de bagnole, que de police, bon, très bien. Mais enfin, à l'époque, dans les fanzines, dans tout ça, bon, il y a des espaces publics multiples qui sont inégalement accessibles, hein, qui ont parfois des coûts d'entrée en termes, par exemple, d'âge et de lexique, etc. Mais il est clair que les émeutes de 2023, les affrontements, ces soulèvements, ces révoltes sont un mouvement social. Et d'ailleurs, dans les interviews, là, un peu grappillées à droite à gauche, dans les interventions qu'on a pu entendre depuis ces lieux d'affrontement, de violence urbaine, la référence à 2005 était omniprésente, hein, et on voit il y a de la mémoire des quartiers, c'est une mémoire très compliquée, hein, très difficile. Dans le bouquin, en hommage à Marie-Claire Lavabre, qui est sortie récemment, donc qui est une politiste spécialiste de la mémoire collective, moi j'ai écrit un petit article sur une fresque à la mémoire d'Abdelkader Bouziane, qui est mort d'une balle dans la nuque tirée par un policier en décembre 1997 dans un quartier politique de la ville, là, éminent quartier politique de la ville, la ZUP de Damary-les-Lys, la plaine de Lys. Rénovation urbaine passe par là, et on s'est rendu compte, un travailleur social et moi, en retournant là-bas à Damary-les-Lys en 2012, à l'occasion d'ailleurs de la mort d'un jeune homme qui avait fui un contrôle d'identité et s'était noyé dans la Seine,
on s'est rendu compte que la fresque avait disparu. La fresque Abdelkader Bouziane avait disparu. Et je suis allé interroger son cousin, Abdelkader, qui entre-temps s'était fait élire adjoint au maire, Jean-Claude Mignon, à Damarie-les-Lys. Pour ceux qui connaissent Jean-Claude Mignon, c'est assez intéressant. Qui m'a expliqué le destin de cette fresque, hein, comment elle avait disparu, comment, dans le fond, la mère d'Abdelkader Bouziane avait consenti à ce qu'elle disparaisse. La mémoire collective, l'événement collectif était redevenu un événement familial, un événement presque d'ailleurs maternel, c'est une dimension importante. Et j'étais très sensible au rôle joué ou qu'on a fait jouer, je ne sais pas, à la mère de Naël durant les manifestations à Nanterre. Et là, la mère d'Abdelkader Bouziane s'est réappropriée la mémoire de son enfant et voilà, la soustraite à l'espace public. Donc, il y a de la mémoire des luttes passées, mais c'est une mémoire très fragile dans les quartiers. C'est une mémoire très, très fragile. Beaucoup plus facilement qu'ailleurs, très retranchée de l'espace public pour retourner dans l'espace privé familial, peut-être dans l'espace maternel même. Et voilà, ça, c'est une dimension très forte de ce qui se joue dans les quartiers. Renaud, je te propose de répondre aux questions de Valérie Salapala que tu as citée tout à l'heure. Elle pose deux questions. L'investissement des centres-villes est-il pour vous un trait nouveau de 2023 par rapport à 2005? Et une autre question comparative 2023-2005. Vous avez évoqué de façon ponctuelle la question de la réception sociale des événements, des perspectives d'alliance, par exemple les mobilisations écolo, le parallèle SDLT, soulèvement de Nanterre. Est-ce que vous auriez des éléments d'analyse plus généraux sur ce point, comparaison avec 2005 à nouveau? Alors pour la première question de Valérie sur l'investissement des centres-villes, bah, ça renvoie à ce qu'on a déjà discuté. On attend d'avoir quand même des données un peu plus fiables là-dessus, parce que le discours sur les pillages des centres-villes, c'est très largement alimenté de trois cas. Moi, ce que j'ai vu dans la presse, en tout cas, c'est toujours les mêmes images et les mêmes cas qui sont mentionnés: Paris, rue de Rivoli, Marseille et Montargis. Bon, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Faudrait avoir quand même beaucoup plus d'éléments là-dessus pour pouvoir répondre. Si c'était quelque chose qui était un peu plus généralisé, ce serait une vraie rupture une vraie différence par rapport à 2005, pardon, et qui mériterait là d'être analysé. Mais bon, il faut avoir des données de base pour avancer. Sur la deuxième question, qui était la question de la réception sociale ou même politique et les perspectives d'alliance, bon, c'est pas évident. Moi, ce que je note même, c'est que des acteurs extérieurs au quartier se sont solidarisés des quartiers en 2023, bien plus que ce qu'on avait pu observer en 2005. Je mentionnais tout à l'heure la tribune de Nicolas Héringer, Nous sommes les soulèvements de Nanterre. Bon, au-delà de cette tribune, on a entendu un certain nombre de commentaires, y compris de la part d'élus que ce soit à LFI ou dans une partie de ELV et même dans une partie du Parti socialiste, qui n'étaient pas cantonnés dans la dénonciation du ça ne se fait pas, on brûle pas, quoi, et qui essayaient un peu justement d'insister sur les sentiments d'injustice et les revendications politiques ou infrapolitiques qui étaient sous-jacentes. Je pense que de ce point de vue-là, ce qui s'est passé auquel faisait référence tout à l'heure Fabien, sur quand même des formes de répression d'un certain nombre de mouvements sociaux, qu'il s'agisse des méga-bassines, qu'il s'agisse des gilets jaunes, qu'il s'agisse des manifestations de la réforme des retraites, fait que l'expérience d'une répression violente par la police n'est plus une expérience qui est cantonnée aux quartiers périphériques et aux minorités racisées. Et que ça peut ouvrir
potentiellement à des formes de solidarisation. Maintenant, il suffit pas d'avoir fait l'expérience de se faire taper dessus par les flics pour que les alliances se fassent. Et de ce point de vue-là, on peut regretter que Julien ne soit pas là parce qu'il a pas mal travaillé justement sur cette question aussi des formes d'alliances et de la construction d'alliances, notamment entre les gilets jaunes de territoires ruraux ou périurbains et les habitants des quartiers. Mais moi, je me hasarderais pas à aller plus loin. Je renverrai là plutôt sur, par exemple, les travaux de Julien à ce sujet. Oui, on regrette tous qu'il ne puisse plus être parmi nous, mais on fera en sorte de lui donner la parole pour qu'il réponde, comme tu viens de le suggérer, à cette question, à cette interrogation. Fabien, la dernière question est pour toi, je pense. Elle est courte, c'est Esteban Capret qui la pose. Pouvez-vous aborder les conséquences des révoltes de juillet sur l'incarcération? L'incarcération, c'est sur les conséquences sur les peines d'emprisonnement ferme qui pourront être proposées. J'ai un petit peu évoqué cet aspect-là au début de l'intervention, enfin au début de nos échanges. La justice s'est montrée, ouais, je vais dire quelque chose. Là, tous les pénalistes vont hurler, alors j'espère qu'ils vont couper leur poste là. Mais la justice s'est montrée plus sévère en 2023 qu'elle ne s'est montrée en 2005. Bon, alors en disant ça, c'est très, très hasardeux. On a 750 peines d'emprisonnement ferme qu'on a pu recenser à la fin du mois de juillet. Énormément d'instructions sont en cours avec des moyens techniques dont on ne disposait pas en 2005 parce que les services enquêteurs aujourd'hui décryptent, analysent, décodent les milliers d'heures de visionnage qui sont disponibles à peu près partout. Ils ont accès également aux téléphones portables, sans doute aux échanges sur un certain nombre de réseaux. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, je ne m'aventure pas plus. Mais j'ai le souvenir du G20 de Hambourg en juillet 2017, auquel je m'étais rendu. La police de Hambourg avait formé une commission d'enquête de 100 enquêteurs. 100 enquêteurs, il faut imaginer ce que c'est comme volume RH dans des services de police. Donc une Sonderkommission, une commission exceptionnelle pour décrypter ces images. Et pendant les années qui ont suivi 2017, on a vu des mandats internationaux d'arrêt émis par la justice de Hambourg pour aller récupérer tel Italien, tel Espagnol, tel Français qui avait pris part à des exactions. Et ça, la justice française s'engage dans cette voie-là pour les poursuites. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on punit d'emprisonnement ferme? Trois choses principalement. L'émotion du moment, et la justice française, comme la justice anglaise, pas la justice allemande, dispose d'une justice expéditive sous la forme des comparutions immédiates. En Angleterre, c'est le immediate custody. Alors moins sévère qu'en... Bon, bref. Premier point, et là, ce que l'on a pu recueillir, c'est une extrême sensibilité des juges à la question de la violence contre les personnes ou contre les biens. La plupart du temps, d'ailleurs, c'était contre les biens. Lorsque des preuves avaient pu être réunies. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de dossiers ont pu être transmis par des policiers, mais tellement vides, parce que c'est compliqué de faire la preuve que quelqu'un a participé individuellement à des violences collectives. On a des taux de relax très élevés. Bon, mais premier point, sévérité parce que justice rapide, célérité de la justice. Deuxième point, instruction sur un certain nombre de faits, et là, on prend le temps de réunir des éléments matériels de preuve qui vont amener à des condamnations sévères. Troisième point, les personnes, elles sont inégales devant la justice parce qu'il y en a qui se présentent en n'ayant jamais été condamnées, il y en a qui se présentent en ayant déjà un casier judiciaire. Or,
En sociologie pénale, on sait que le déterminant le plus sûr d'une peine d'emprisonnement ferme, c'est d'avoir déjà été condamné. Et alors ça, c'est tout un mécanisme qui se met en place. Mais les services enquêteurs, en gros les policiers, pour maximiser les chances de transmettre à la justice des dossiers qui seront poursuivis et sur lesquels il y a une chance élevée de condamnation, eh bien, ils peuvent sélectionner parmi la population des personnes qu'ils ont interpellées ceux qui ont déjà une condamnation. Et donc, la statistique pénale, au final, est une statistique extrêmement compliquée, hein. Il y a loin de la population des personnes condamnées à la population des émeutiers pour toutes ces raisons, mais aussi, lorsqu'on condamne, on ne juge pas seulement des faits, mais on juge des personnes, c'est-à-dire on juge des casiers, un casier judiciaire. Donc, voilà, hein, pour donner une idée un petit peu de ce qu'est la sociologie pénale, la sociologie de la décision judiciaire dans ce type de circonstances. Merci beaucoup. Merci à vous tous, Renaud, Fabien et Julien, qui n'a pas pu rester avec nous jusqu'à la fin, mais qui a aussi éclairé notre lanterne. Vous avez décrypté pour nous ces questions qui restent d'une grande actualité, même si les événements remontent à quelques mois. On ne peut pas dire que ça fasse partie du passé ni même de la mémoire. On est dans cette séquence encore. On va voir d'ailleurs ce que la réunion interministérielle au programme du gouvernement apportera comme réponse. Je vois Renaud lever les yeux au ciel, ce qui est un signe de scepticisme bien compréhensible. Merci à vous tous et surtout, excusez-nous à nouveau, vous qui avez été patients ce soir devant vos écrans pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés. On va s'employer à les résoudre et on va s'employer à faire l'editing de cet enregistrement pour que vous trouviez sur le site de la FSP une version propre que vous pourrez diffuser. Surtout, n'hésitez pas à disséminer, comme on dit en anglais, nos efforts pour que la parole des sciences sociales en général, de la science politique en particulier, eh bien, puisse aller au-delà des cercles habituels. Bonne soirée à vous tous et merci encore à vous tous et à vous toutes.